18h moins le quart, c'est l'heure du petit-déj politique avec votre invité ce matin, Benjamin. C'est Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, une nouvelle souche du Covid-19 sévit à Londres et dans le sud de l'Angleterre. La France qui a suspendu pour 48 heures tous les déplacements depuis le Royaume-Uni. C'était la meilleure décision à prendre selon vous? Permettez-moi, avant de répondre précisément à votre question, de dire un mot sur la polémique tout à fait justifiée après les propos de une auditrice, propos racistes d'une auditrice de Sud Radio contre Rokhaya Diallo. C'est insupportable, ce racisme banalisé. Bien sûr, aussi insupportable l'absence à ce moment-là de réaction. J'ai vu depuis les réactions de Philippe Rossi et de la chaîne. En l'occurrence, qui a présenté ses excuses, Sud Radio aussi. Et y compris, j'ai vu les échanges entre Philippe Rossi et Rokhaya Diallo. Tant mieux, mais vraiment, il faut que les uns et les autres, nous soyons en permanence vigilants, ne rien laisser passer contre ce racisme banalisé, décomplexé sur les antennes et dans l'ensemble des médias. Et c'est l'occasion de la part de Sud Radio de présenter à nouveau ses excuses, cette fois-ci à l'antenne pour ces propos racistes qui avaient été présentés à l'époque. On va revenir à l'actualité, si vous le voulez bien Stéphane Troussel, et cette décision de la France, de bloquer pendant 48 heures tous les déplacements en provenance du Royaume-Uni en France. C'était la bonne décision? Est-ce qu'on n'arrive pas un peu trop tard? Écoutez, en tout cas, face à cette situation, il faut s'adapter en permanence. Et donc, notre pays et d'autres pays européens ont raison de réagir au plus vite. À chaque fois qu'il y a des informations et des évolutions, je crois que c'est nécessaire. Nous devons collectivement être mobilisés pour faire face à cette pandémie qui n'est toujours pas derrière nous. Et donc, à chaque fois que j'en ai l'occasion, moi, j'appelle à la plus grande vigilance, là encore, pour que on respecte les gestes barrières, on respecte les consignes sanitaires, parce qu'il faut collectivement que nous soyons mobilisés pour vaincre cette épidémie. Elle fait des ravages, bien sûr, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique et social. Et parce qu'il y a des inquiétudes, en ce moment, en France, on parle, alors, projection du CHRU de Nancy, de la Fédération hospitalière de France, qui pointe un risque de troisième vague en France d'ici le 7 janvier. Quel retour vous avez vous-même du côté des hôpitaux en Seine-Saint-Denis? Eh bien, en ce moment, il y a eu une baisse de l'occupation des lits de réanimation, mais un nombre de malades hospitalisés qui reste très élevé, des taux d'incidence et de positivité élevés. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut continuer de faire des efforts. Et bien évidemment, dans cette période, on a tous envie de retrouver les nôtres, de partager des moments de joie. Mais je crois qu'on doit continuer d'être vigilant. La période qui arrive va être celle de la vaccination. Et donc, encore une fois, ne relâchons pas nos efforts collectivement. Avec une décision importante attendue de l'Europe aujourd'hui au sujet de cette vaccination. La Seine-Saint-Denis, c'est un département où la vaccination contre la grippe saisonnière est moins importante qu'ailleurs en France. Vous vous attendez au même accueil finalement pour ce vaccin contre le Covid-19? Vous le redoutez? Justement, sur la base de ce constat, le département, avec l'Agence régionale de santé, avec la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, nous avons organisé un bus itinérant dans plusieurs villes de Seine-Saint-Denis pour favoriser la vaccination. 2500 vaccins qui vont pouvoir être injectés au plus près des habitants. C'est aussi cette méthode qui consiste à aller vers les populations pour développer des messages, pour développer la confiance, parce qu'on sait que, et on l'a vu, y compris de ce point de vue, les cafouillages qu'il y a pu y avoir sur le dépistage, sur les masques, ont renforcé la méfiance qui peut exister. Et donc je crois que l'opération que nous menons, par exemple, sur la vaccination contre la grippe, c'est la bonne méthode pour renforcer la confiance. C'est-à-dire que vous allez effectivement la remettre en place potentiellement pour le Covid-19. En tout cas, potentiellement, moi j'ai dit ma disponibilité au ministre de la Santé, j'ai dit la disponibilité au préfet, aux autorités sanitaires, pour que le département, avec nos équipes de terrain, on soit à disposition des autorités sanitaires pour justement faciliter les opérations de vaccination. Et encore une fois, par cette action de proximité, développer la confiance, parce qu'on sait que dans notre pays, elle est plus faible que dans d'autres pays européens sur cette question de la vaccination. Est-ce que vous avez l'impression, pour le moment, en tout cas, qu'on n'a pas assez mobilisé les départements sur cette vaccination à venir? En tout cas, je crois vraiment qu'il faut s'adapter aux situations. En Seine-Saint-Denis, nous sommes un désert médical, avec moins de professionnels de santé par habitant, avec une offre de soins plus limitée. Et je crois, encore une fois, que je l'ai dit quand on en était au dépistage, il y avait, par exemple, au début des opérations de dépistage, une place trop grande faite à la prescription médicale, avec la nécessité d'avoir une ordonnance pour pouvoir se faire dépister.
C'est à cette occasion que, par exemple, moi j'avais proposé de mettre les pharmaciens dans le coup, que j'avais proposé, et nous avons fait avec les autorités sanitaires des opérations de dépistage avec des barnums dans les quartiers. Eh bien, je crois que c'est ce type de méthode qu'il faudra développer au moment où nous développerons la vaccination. Ça veut dire que pour l'instant, la stratégie du gouvernement, elle n'est pas complète, elle est encore un peu floue, elle est à développer. En tout cas, elle est à développer. Il y a la volonté, c'est bien normal, de passer d'abord par les EHPAD, puis vraisemblablement par les résidences autonomie, puis ensuite par les personnes les plus âgées à domicile. Mais nous avons par exemple des services d'aide à domicile, de soins infirmiers à domicile. Ils peuvent être mobilisés pour participer à ces opérations. C'est absolument indispensable. Dans les rangs de l'UDI, on propose un passeport vert qui permettrait, alors pour expliquer un petit peu aux personnes vaccinées, de reprendre une vie plus normale que les autres, en tout cas plus rapidement. Vous y êtes favorable? Il faut vraiment aller jusque-là? Écoutez, moi ce que je crois encore une fois, c'est que tout ce qui permet de développer la confiance, qui permet que nous fassions face à cette situation le plus rapidement possible pour retrouver une vie normale, pour permettre à la fois de vaincre l'épidémie, mais aussi au plus vite de nous remettre dans une situation économique et sociale qui nous empêche de sombrer et d'avoir des drames humains. Une explosion de la précarité est absolument indispensable. Donc moi je serais ouvert à toute solution. Vous parlez de la précarité, on sait que sur la première vague, le premier confinement, ça a été particulièrement dur en Seine-Saint-Denis. C'est quoi le bilan que vous dressez du deuxième confinement ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas de même nature. En ce moment, il y a de l'activité économique, il y a les services publics qui fonctionnent, des dispositifs de solidarité qui sont mis en place et qui sont plus forts que dans la première vague. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une augmentation très forte de la précarité, de la pauvreté. Si je regarde les chiffres du RSA, par exemple, à la fin de l'année, on sera vraisemblablement à plus de 6%. On sera passé de 85 000 allocataires du RSA au mois de mars à 90 000 à la fin de l'année. Pour le département, ce sera une augmentation des dépenses liées au RSA de plus de 35 millions d'euros. Donc c'est considérable. Mais vous aviez demandé justement à l'État de vous aider, ou en tout cas de renationaliser d'une certaine façon le RSA. Nous avons été en partie entendus, puisque le Premier ministre a accepté d'engager avec le département une négociation pour le 1er janvier 2022. Une expérimentation. Mais en attendant, la situation en 2021 sera là aussi très forte. Et moi, j'ai demandé une aide d'urgence pour faire face et pour permettre à la fois au département de continuer d'accompagner les allocataires, pour leur permettre à la fois l'insertion, mais aussi la réinsertion pour un certain nombre d'entre eux quand ils ont été éloignés du marché du travail. Vous avez demandé une aide exceptionnelle de l'État? Oui. Pour l'instant, vous êtes actuellement dans une situation très difficile au niveau du département? Pour l'instant, nous ne sommes pas entendus, et les discussions entre le gouvernement et l'ADF, me semble, entre l'Assemblée des départements de France, et le gouvernement, sont absolument insuffisantes pour faire face à la précarité que vont devoir affronter les territoires et leurs habitants. Est-ce qu'il y a un risque réel de banqueroute de la part de votre département? C'est une façon de mettre la pression sur l'État, finalement, ce sont des mots juste, ou alors il y a un vrai risque? Non, il n'y a pas de risque de banqueroute ou de faillite financière, parce que nous sommes une collectivité, parce que nous avons des services publics avec des propriétés, avec donc c'est pas de ça dont il s'agit, mais c'est surtout de continuer dans cette situation, d'aider nos concitoyens, à la fois d'aider nos concitoyens, mais de continuer à investir à un moment où le territoire de Seine-Saint-Denis est en pleine transformation. Et donc, il faut que le département il soit disponible, il ait des moyens financiers pour aider à la relance économique, pour soutenir les TPE, PME, pour continuer de transformer le territoire. Et c'est en ça où ce serait une erreur économique, non seulement pour les gens eux-mêmes, pour les gens qui sont en situation de grande vulnérabilité, mais aussi du point de vue économique, parce que on sait que les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement public dans notre pays. Et si les collectivités ne continuent pas d'investir, c'est moins d'activités pour les TPE, les PME de nos territoires. Un autre sujet, Stéphane Troussel, c'est la sécurité. Gérald Darmanin qui veut lancer une plateforme pour permettre aux habitants
habitants signaler les nouveaux points de deal, de trafic de drogue. C'est quoi? C'est de la délation? Ou alors vous y êtes plutôt favorable en pensant que c'est une contribution de chacun à ce combat contre les dealers? Écoutez, moi, ce que je crois, c'est que nos concitoyens, ils vivent, pour certains d'entre eux, quand ils sont confrontés à ces trafics de drogue, à ces points de deal, ils sont confrontés à un enfer quotidien. Et donc, ils s'étonnent même parfois que, alors que c'est au vu et au su de tout le monde, que finalement, ça puisse continuer. Donc, je m'interroge un peu sur cette initiative, parce que si ça permet de renforcer l'action publique, si ça permet que l'action publique, elle soit plus forte et plus efficace, pourquoi pas? Mais si c'est simplement la publication de ce chiffre et de l'identification de ces lieux, sans que l'action publique soit renforcée dans un certain nombre de territoires, à quoi cela sert? Vous avez peur que ça remplace finalement, d'une certaine façon, une manière de remplacer les effectifs de police dans certains quartiers? Il faut que ce soit efficace et que ça renforce encore une fois les moyens de l'action publique, parce qu'un certain nombre de nos concitoyens vivent un enfer dans un certain nombre de ces quartiers. En ce qui concerne les élections régionales et départementales de 2021, vous serez candidat à votre succession. On a entendu que c'était un peu compliqué avec Europe Écologie Les Verts. Vous en êtes où là? C'est bien normal qu'il y ait des discussions entre les partenaires politiques. Moi, j'ai rassemblé la gauche et les écologistes pendant 6 ans au département. Je propose de continuer de le faire. Il y a des discussions. J'ai lancé une plateforme avec la société civile, Seine-Saint-Denis en commun, et avec déjà plusieurs débats numériques, avec des personnalités de la société civile qui sont à nos côtés, avec des maires, l'ensemble de nombreux maires de gauche qui sont à mes côtés dans ce rassemblement. Et donc les Verts ne sont pas encore avec vous, mais vous êtes en négociation. Les discussions se poursuivent et j'ai bon espoir qu'au tout début de l'année, la gauche et les écologistes soient rassemblés en Seine-Saint-Denis pour justement, dans ce moment difficile où il faut à la fois, de mon point de vue, continuer d'agir sur l'action sur le terrain social, développer le territoire de la Seine-Saint-Denis, mais faire ce choix de la transition écologique. Et nous avons bien commencé ensemble, on va continuer, j'en suis sûr. Le mot de la fin avec vous, Laurence Garcia. Une dernière question très rapide, Stéphane Troussel. Anne Hidalgo semble mûrir de plus en plus l'idée éventuellement d'une candidature pour les élections présidentielles de 2022. C'est la candidate idéale pour vous à gauche? C'est une bonne candidate? En tout cas, là non plus, le temps n'est pas venu d'annoncer ou de choisir des candidatures, mais ce qui est sûr, c'est que y pensent quand même par rapport à ce que fait Anne Hidalgo sur le terrain, là encore, de la transformation de Paris, du choix de la transition écologique, mais d'un attachement très fort aux valeurs de la gauche, au fait que la gauche, elle fasse le choix aussi de la solidarité. Anne Hidalgo a une voix particulièrement forte, bien évidemment, dans cette période, et donc moi je l'écoute avec beaucoup d'intérêt, oui, et je travaille bien avec elle. Vous savez, elle a souhaité par exemple que la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques fasse le choix de la Seine-Saint-Denis, parce que ça donne du sens à la candidature de Paris. Donc j'écoute Anne Hidalgo et je travaille avec elle avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, et donc elle sera une voix qui va compter dans l'année, dans les 18 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Oui, ça file vite. Merci Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, et surtout bonne fête, bien sûr, malgré le contexte. En tout cas, on vous les souhaite bien bonne. Allez, 7h57, ça suit dans le grand matin, la météo, les infos, et puis on s'intéressera au cahier de doléances. Souvenez-vous, les 16 000 cahiers issus du mouvement des Gilets jaunes. Où sont-ils? On verra ça dans quelques minutes. Restez avec nous sur Sud Radio.